Alors, le freelancing dans l'IA, c'est un sujet brûlant en ce moment. Partout, on entend parler de promesses incroyables, de la flexibilité, des salaires de rêve, des projets à la pointe de la technologie, mais, et c'est un grand mais, la réalité sur le terrain est souvent, beaucoup plus nuancée. Il y a un véritable gouffre entre les opportunités en or et le quotidien de nombreux freelances. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble pour essayer de démêler le vrai du faux. Voilà le programme. On va littéralement cartographier ce marché du freelance IA en partant de la base, là où c'est le plus précaire, pour grimper jusqu'au sommet, vers les missions les plus stratégiques. L'idée, c'est vraiment de fournir une boussole pour savoir comment s'orienter dans cet écosystème qui peut paraître un peu chaotique. Ok, pour commencer, le point le plus important à comprendre, c'est que le marché du freelance en IA n'est pas du tout uniforme. C'est pas un seul et même monde. En fait, c'est un paysage complètement scindé en deux. D'un côté, on a des missions d'expertise, vraiment de haut vol, et de l'autre, un océan de petites tâches, presque interchangeables. Et c'est exactement là qu'est le problème. La promesse, elle est super séduisante, bien sûr, mais la réalité, pour beaucoup, c'est un combat de tous les jours. Des revenus qui font le yo-yo, une compétition absolument féroce qui écrase les prix, et par-dessus tout ça, un risque bien réel de tomber sur des arnaques pures et simples. Alors, commençons par le bas de l'échelle, la base de cette fameuse pyramide de valeur. C'est le monde des micro-tâches. C'est vrai, c'est le point d'entrée le plus facile d'accès sur le marché, mais c'est aussi, et de loin, le plus précaire et le moins bien payé. Ce niveau, il est complètement dominé par un modèle qu'on appelle le crowdsourcing. Le principe est assez simple en fait. Imaginez un projet énorme, comme annoter des dizaines de milliers d'images pour entraîner une IA. Eh bien, on va le découper en milliers de toutes petites tâches, des tâches qui prennent parfois juste 1 ou 2 minutes. Et ensuite, on distribue tout ça à une immense foule de travailleurs en ligne. Et quand on regarde les plateformes qui fonctionnent comme ça, on voit tout de suite un schéma qui se répète. La paie se fait à la tâche, ce qui la rend par nature hyper instable. Mais le vrai danger, au-delà des tarifs qui sont souvent très, très bas, c'est le risque de voir son travail tout simplement rejeté. Et souvent sans la moindre explication valable. Résultat, on a passé du temps et on touche zéro. Ce témoignage, il est anonyme, mais il est criant de vérité. Il résume parfaitement la frustration que beaucoup ressentent. C'est vraiment le cœur du problème. Aucune sécurité, aucune reconnaissance pour le travail fait. Et ça rend ce modèle quasiment impossible à tenir si on cherche un revenu principal stable. Bon, assez parlé du bas de la pyramide. Comment est-ce qu'on fait pour s'en extraire? La clé, c'est un mot: pivoter. Il faut réussir à s'éloigner de ces tâches interchangeables pour viser des rôles où la qualité, la fiabilité et surtout où les compétences spécifiques sont vraiment valorisées. Et là, le changement est radical. Il faut bien voir la différence entre le crowdsourcing d'un côté et ce qu'on appelle l'annotation gérée de l'autre. On passe d'une foule anonyme payée à la pièce à de vraies équipes de professionnels. Des gens qui sont sélectionnés, formés, souvent avec des contrats stables, et un management qui est là pour assurer la qualité et la sécurité des données. C'est le jour et la nuit. La preuve que ce modèle existe et qu'il est solide, elle est assez frappante. Si on prend l'exemple d'un acteur majeur en France comme People for AI, plus de 90% de leurs annotateurs de données sont en CDI, en contrat à durée indéterminée. On parle là d'une stabilité et d'un professionnalisme qui change absolument tout. Concrètement, de quel rôle on parle à ce niveau intermédiaire? Eh bien, ça peut être des postes comme évaluateur de la qualité des recherches pour Google, par exemple, où il faut une vraie rigueur d'analyse. Ça peut aussi être des annotateurs de données, mais spécialisés, dans le domaine juridique ou médical, par exemple. Et surtout, une compétence en or, les annotateurs bilingues qui sont ultra recherchés pour entraîner les modèles d'IA multilingues. Et bien sûr, cette montée en gamme, elle se voit directement sur la fiche de paie. Pour un linguiste freelance en France, par exemple, le TJM, le taux journalier moyen, il passe de 184 € quand on est junior à 240 € en intermédiaire, jusqu'à 300 € pour un profil expert. C'est la preuve par les chiffres que se spécialiser et gagner en expérience, ça paie. Allez, on continue l'ascension, direction le sommet de la pyramide. Et là, on change complètement de dimension. On ne parle plus du tout de faire des tâches, on parle de stratégie. C'est là qu'on trouve les rôles les plus prestigieux, les plus lucratifs, vraiment réservés à une poignée d'experts. Ici, le changement de perspective est total. Le freelance n'est plus du tout un simple exécutant à qui on donne des ordres. Non, il devient un partenaire stratégique, un consultant, un expert qui va guider l'entreprise dans sa transformation numérique. C'est cette expertise de pointe, couplée à la flexibilité du statut de freelance, que les entreprises s'arrachent. Et au niveau des tarifs, l'écart est juste colossal. Pour mettre les choses en perspective, un linguiste intermédiaire, on l'a vu, c'est environ 240 € par jour. Un bon chef de projet IT spécialisé IA, on passe à 640 €.
Et un data scientist senior, là on atteint les 750 € par jour. Le saut de valeur est absolument gigantesque. Évidemment, pour arriver à ce niveau-là, il faut des compétences techniques très pointues et très demandées. On parle de choses comme le Retrieval Augmented Generation ou RAG, le fine-tuning de grands modèles de langage, le MLOps, c'est-à-dire tout ce qui permet de mettre les modèles en production de manière industrielle. Et bien sûr, la maîtrise des incontournables comme Python, TensorFlow ou PyTorch. Ok, maintenant qu'on a vu toute la pyramide, la question c'est comment on fait concrètement? Comment on construit sa propre feuille de route pour gravir les échelons et, chose très importante, comment on évite les pièges en chemin. En fait, on peut imaginer un parcours assez logique en 3 grandes étapes. Première étape, s'entraîner. On peut même se servir des plateformes de crowdsourcing, mais pas comme une fin en soi, plutôt comme un terrain d'entraînement pour apprendre les bases et les directives. Deuxième étape, maîtriser les outils. Là, il devient crucial de savoir utiliser les logiciels professionnels du secteur. Et enfin, troisième étape, se faire certifier. Obtenir des preuves de ses compétences ou, mieux encore, décrocher un vrai rôle qualifié dans une entreprise spécialisée. Et un dernier point, absolument crucial, la sécurité. Les arnaques sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Il y a des signaux d'alarme qui ne trompent pas. Si on demande de l'argent pour obtenir un job, c'est non. On refuse immédiatement. Si une description de poste est super vague et ne demande aucune compétence, c'est très suspect. Un vrai job en IA, ça demande des compétences. L'arnaque classique où on propose d'envoyer un chèque pour acheter du matériel, on rejette, c'est une fraude connue. Et si tout l'entretien se fait par chat sans jamais voir personne, il faut absolument insister pour avoir un appel vidéo formel. Finalement, tout se résume à une seule question. Une question un peu provocatrice. À l'ère de l'intelligence artificielle, quel rôle veut-on jouer? Est-ce qu'on veut être l'outil, l'exécutant interchangeable dans un marché de masse, ou est-ce qu'on veut être le stratège, celui qui investit dans ses compétences pour devenir un partenaire indispensable? Le choix, au fond, appartient à chacun.